Voilà, donc bonjour à tous. Donc nous entamons le nouveau webinaire de Bru Partners qui sera consacré ce midi au plan positif d'action en matière de diversité sur les lieux de travail. Bienvenue donc à tous. Je précise que la plupart de nos séminaires, les sujets de nos séminaires sont en général proposés avec beaucoup de finesse par le service communication de Bru Partners, approuvé après ça par le conseil d'administration. Donc ici, on est en présence d'une demande d'une des commissions de Bru Partners qui avait envie de s'emparer de ce sujet pour préparer un avis d'initiative. Donc, je suppose que les membres de la commission sont bien présents parmi nous et auront l'occasion aussi de faire entendre leurs questions et leurs avis. Mais donc, les deux orateurs qui vont présenter le sujet pour cadrer et introduire le sujet. Donc, ils seront deux. Tout d'abord, le professeur Daniel Kuipers, qui est professeur de droit émérite à l'université d'Anvers. Le professeur Kuipers lui-même et l'université d'Anvers avaient, je crois, une équipe assez solide en matière de droit social, et une bonne partie de leur activité concernait justement les liens entre le droit social, qui est connu en général plutôt pour sa technicité, disons, les valeurs fondamentales, qu'il s'agisse donc des normes internationales sociales, mais aussi tout simplement les libertés publiques. Et donc, nous pensons que c'est un excellent orateur pour introduire l'aspect, au fond, le cadre juridique de ces actions positives. Donc, le deuxième orateur sera Pierre Burton, qui travaille à Acteris et qui présentera plutôt le côté pratique de la question. Donc, que fait Acteris en la matière, comment ça se passe, il introduira aussi ce qui devrait ou pourrait se passer parce que la matière est en évolution. Acteris. Donc, il y a à la fois un nouveau modèle de gouvernance pour toutes ces actions et aussi, normalement, est-ce que je veux dire la montée en puissance ou la montée en action, je ne sais pas exactement ce qu'il faut. Enfin, il nous le dira mieux que moi. Du service anti-discrimination d'Acteris. Dus wij beginnen met professor Kuipers. Daniel, het is aan u. Ja, bedankt. U hoort mij goed? Ja, absoluut. Prima. Bedankt voor de uitnodiging. Dit is uiteraard een thema waar men uren of dagenlang kan over discussiëren. Maar ik probeer het te resumeren in 20 minuten. Ik ga beginnen met een overzicht van de bronnen. Dan toch nog even terminologie. Hier zeker noodzakelijk, denk ik, om toch scherp dat te omschrijven. Dan ga ik iets zeggen over de link tussen discriminatierecht en diversiteitsbeleid, want dat is precies wat ons nu samenbrengt. Ik begin, maar het beleid is eigenlijk het belangrijkste. Dat volgt dan CEVIS. Ik heb geen probleem om te erkennen dat ik maar een algemene inleiding geef en dat het beleid inderdaad nog iets anders is. Dan toch nog even iets over de notie positieve actie, dan over het koninklijk besluit en dan heel kort enkele conclusies. Over de bronnen. Ik weet, men gaat graag nogal snel in België naar de Belgische normen, maar dat koninklijk besluit en ook de Brusselse ordonnantie duidelijk reflecteert andere juridische bronnen. Ik vermeld deze, belangrijk natuurlijk de Europese richtlijnen en de rechtspraak van het Hof van Justitie, de federale wetten, dan op diverse niveaus. We hebben heel wat wetgeving. Gelukkig zou ik zeggen is 60-80% identiek, omdat er precies een Europese context is. Dus in zaken
echte conflicten tussen wetgeving worden we daar wel enigszins gespaard. Heel belangrijk ook de rechtspraak van ons grondwettelijk hof, maar ook niet vergeten de Raad van State. En die rechtspraak en die wetten zijn grotendeels opgenomen in het Koninklijk Besluit. Eigenlijk mijn persoonlijke mening was dat we dat Koninklijk Besluit niet echt nodig hadden. Voor positieve actie, maar er is een algemene vraag om toch meer rechtszekerheid te krijgen, omdat er nogal wat juridische bezwaren en discussies mogelijk zijn. En dus op grond van het legaliteitsbeginsel is het wel interessant dat we een concrete kapstok hebben. Die is wel niet absoluut, want natuurlijk is er altijd nog controle mogelijk op basis van de grondwet en het Europese recht. Het blijft natuurlijk zo dat het concept zeer open is, wat natuurlijk altijd een marge en ook enige onzekerheid niet uitsluit. Wat wel positief is in deze concrete uitwerking, is de preventieve toetsing, denk ik. Want positieve acties ondernemen is niet zo evident. Er kan heel wat juridische kritiek zijn. En men krijgt steun van de federale overheidsdienst in het federale KB en ook van andere administratieve diensten van de federale entiteiten. En men zal dat weinig expliciet vinden, maar ik durf dat toch te zeggen. Ik merk toch ook in de praktijk van de arbeidsrechtbanken dat die rekening houden met het collectief overleg. Dat is zelfs zo, denk ik, op het vlak van het Hof van Justitie en het Europees Hof van de Rechten van de Mens in recente arresten. Erkent bijvoorbeeld het Hof van Justitie het belang dat criteria in degelijk collectief overleg zijn vastgelegd en op het eerste zicht redelijk en proportioneel zijn. Met andere woorden, hoe meer collectief overleg, dat draagt bij tot een betere motivering, draagt bij tot een beter gedragen rechtvaardiging. En dat maakt het voor de rechtscolleges ook makkelijker om dat goed te keuren. In zaken terminologie denk ik dat het van belang is om te spreken van positieve actie, action positieve, en strikt bij die term te blijven. Soms vergelijkt men het met affirmative action uit het Amerikaanse recht, maar ik zou dat ten sterkste afraden. We leven in een andere juridische context dan de Verenigde Staten en de discussie wordt dikwijls vertroebeld door voorbeelden uit de Verenigde Staten te nemen en daarover dan een discussie te voeren. We zitten eerder in een Europese context en de Europese teksten gebruiken de term positieve actie en dat is niet zonder reden. Het begrip omgekeerde discriminatie, daar heb ik een groot probleem mee, want uit de Europese context blijkt precies dat dat een inherente contradictie is. Wanneer het discriminatie is, dan is het geen toegelaten positieve actie. Met andere woorden, elke positieve actie moet de test van het discriminatierecht doorstaan. En in die zin is een positieve actie geen echte discriminatie en dus ook geen omgekeerde discriminatie. Ik weet het, dat is een strenge afbakening qua terminologie. Maar in heel wat discussies heb ik gemerkt, dit is van belang om niet te ver te gaan in allerlei extrapolaties van te blijven strikt bij de context. Als we dat kort samenvatten, is positieve actie een correctie op ongelijkheid. Maar, zegt het juridisch kader, let op, dat mag ook niet te ver gaan. En dan is natuurlijk de vraag, wat zijn de grenzen
van positieve actie? Wel, dat is een heel verhaal. We hebben daar heel wat rechtspraak over, van het Hof van Justitie, van het Grondwettelijk Hof en van de Raad van State. Om een lang verhaal kort te maken, is duidelijk dat harde quota, dus een automatische bevoordeling, problematisch is. Vooral omdat dat kandidaten die manifest bekwamer zijn, dan onevenredig benadeeld worden. Zover mag men niet gaan. Daarentegen is er een zeer grote marge voor positieve acties allerhande. Men kan streefcijfers hebben. Daaruit volgt nog geen automatische benadeling. Men kan informatie geven, vormen, sensibiliseren, monitoren. En dat is wat ik zou noemen het begrip positieve actie in de ruime zin van het woord. En dat stelt juridisch ook niet zo een probleem. Tweede belangrijke beperking is natuurlijk de privacy. Voor het verwerken van cijfers heeft men, zoals u weet, voor de databescherming, dus de General Regulation Data Protection, Europees ook, en bewaakt door een zeer strenge privacy-autoriteit in België, heeft men een legitieme reden nodig en een proportionaliteit. Maar goed, ik denk dat precies het collectief overleg en de wettelijke basis daarvoor enige garantie biedt. Dus die definitie van positieve actie vindt u in diverse teksten. Ik heb die in de slides, zit uiteraard in de richtlijn en die vinden we ook terug in het Koninklijk Besluit en in andere Belgische juridische teksten. En dan wil ik nog even het hebben over de band tussen discriminatierecht en diversiteitsbeleid. We zitten nu in wat men noemt de derde generatie, sommigen spreken zelfs al van vierde generatie discriminatierecht. En wat van belang is, is dat het discriminatierecht heeft ingezien dat het te zeer een stok is en dat er achter discriminatie een heel maatschappelijk mechanisme zit, wat op andere vlakken zich situeert. En dus bij discriminatierecht zitten we pas eigenlijk in de sanctiefase. En voorkomen is beter dan genezen, zegt men. Preventief werken is uiteraard verkieslijker boven juridische procedures. Vandaar dat we een sterke aandacht merken in het nieuwe discriminatierecht. Een kruisverwijzing naar het diversiteitsbeleid. Het is namelijk zo dat er inderdaad feiten zijn die kunnen leiden tot stereotypen. Dat kan dan een negatief stigma worden en uiteindelijk resulteert dat in discriminatie. En het is de taak van het discriminatierecht om daartegen sanctionerend op te treden en het is de taak van het diversiteit en het personeelsbeleid om de onderliggende mechanismen die uiteindelijk tot discriminatie leiden te bestrijden. Goed, dat is denk ik het algemeen schemaatje. Ook vind ik altijd belangrijk, u heeft mij de kans gegeven om iets te zeggen, dus ik maak daar gebruik van, dat het discriminatie- en diversiteitsrecht wel degelijk een economische doelstelling heeft. Heel wat tegenstanders zeggen, ja, maar dat is moralistisch, ethisch, bemoeizucht van de staat. Nee, achter het discriminatierecht en het diversiteitsbeleid zit wel degelijk een economische doelstelling. En zelfs het Hof van Justitie benadrukt dat. We willen een inclusieve arbeidsmarkt. En als u discussie hebt over de noodzaak van een diversiteitsbeleid, wel, dan moet u de internationale context even bekijken. En dan denk ik vooral aan collega Deakin van de Universiteit van Cambridge. Die heeft een zogenaamde Equality Index, waarbij de link wordt gemaakt tussen de welvaart, het bruto binnenlands product, de welvaarteconomie van een staat en de gelijkheid. En wat blijkt daaruit? Daaruit blijkt zeer duidelijk dat er een oorzakelijk verband is.
Hoe beter een land scoort in gelijke behandeling, in de regel hoe hoger de welvaart is. En dus wanneer men zich afvraagt wie is slachtoffer van discriminatierecht, dan denkt men dikwijls aan twee personen. Maar uiteindelijk is de gehele samenleving het slachtoffer, want wanneer mensen hun capaciteiten niet kunnen ontwikkelen, resulteert dat in minder tewerkstelling. Dat betekent minder bijdrage voor de sociale zekerheid. Met andere woorden, discriminatie en diversiteit is in wezen positief voor iedere belastingbetaler. Ook degene die wat misschien principiële bezwaren heeft. Het is in het belang van diens eigen portefeuille, in beperkte mate is iedereen betrokken. Het discriminatierecht, zoals gezegd, is vooral sanctiegericht, maar het discriminatierecht, onvermijdelijk, heeft als gevolg dat hoge eisen worden gesteld aan het personeelsbeleid. En ik denk dat de grote verdienste van het discriminatierecht is dat we echt gedwongen zijn. Dat is natuurlijk ook een bijkomende last voor personeelsdiensten en beleidsmensen om kritischer te zijn over de gebruikte criteria. We zijn nooit helemaal blind, we gebruiken criteria en elk criterium dat we hanteren in onze selectie, in onze oordelen, berust op een voorgeschiedenis. En eigenlijk worden we uitgedaagd om dat constant kritisch te bekijken. Het is ook zo dat het discriminatierecht steeds meer actie vraagt van de werkgever om daar ook actief op te treden. Heel sterk voorbeeld bij handicap is duidelijk voorzien dat de werkgever redelijke aanpassingen moet doen. Met andere woorden, bestrijden van discriminatie mag iets kosten. Legt zelfs enige gematigde, redelijke, raisonnabele plicht op tot investeren. Natuurlijk problematisch blijft dat positieve actie in het recht open blijft. Het is een heel open begrip, maar op zichzelf, denk ik, wordt dat soms te veel geproblematiseerd. Er is enorm veel mogelijk in een ruime definitie die niet strikt juridisch hoeft te zijn. Ik denk aan informatie voor een specifiek publiek. Ik denk aan een kritische analyse van de criteria. Dat is een plicht van de werkgever om ook indirecte discriminatie te doen. Redelijke aanpassingen, actief zelfs te investeren om gelijke kansen te realiseren. Er is ook niks met streefcijfers, objectieven, want dat is een managementtool. Als je goed personeelsbeleid wil voeren, heb je data nodig en daaruit volgen ook conclusies over het algemene beleid. Wie zonder cijfers werkt, werkt blind. En dus is het ook niet fout om cijfers in te zamelen met een specifiek doel om discriminatie te vermijden. Natuurlijk, de notie blijft vaag en ik denk ook, en dat vinden we ook in de ordonnantie en in het koninklijk besluit, we zien dat heel wat zogezegde positieve acties eigenlijk eerder te maken hebben met het wegwerken van indirecte discriminatie. Bijvoorbeeld tot 1994 was een van de criteria om aangeworven te worden bij de federale politie dat men minstens 1,70 meter groot moest zijn. Men heeft toen ingezien dat dat in hoge mate vrouwen de toegang belemmerde tot de functie bij de politie. Men heeft dat opgeheven. Men beschouwde dat als een maatregel om de toegang van vrouwen tot de politiediensten ruimer te maken. Wel recent, nog in 2017, heeft het Hof van Justitie gezegd dat het hanteren van lengtecriteria bij selectie van politiediensten inderdaad een indirecte discriminatie is, omdat het in hoge mate vrouwen treft. Dit is een mooi voorbeeld van het feit dat positieve acties dikwijls ook nodig zijn, omdat daardoor indirecte discriminatie die onzichtbaar was aan de oppervlakte komt en dat men al dus de criteria kan aanpassen.
En dat is natuurlijk de vraag, de juridische vragen, zoals al gezegd, het recht geeft eerder maar een kader, beoogt de inclusieve arbeidsmarkt. Het beperkt wat de marges van personeelsbeleid, het verplicht personeelsdiensten tot betere motivering, tot enige actie, maar het schept ook een juridisch kader. En ik denk dat nieuwe aandacht, zoals dit seminarie, in hoge mate te wijten is aan het feit dat we momenteel geconfronteerd worden met een groot tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten. En dus de hele problematiek van omgekeerde discriminatie stelt zich niet meer zoals voorheen. Het is moeilijk om iemand te vinden. En werkgevers zijn wel verplicht om te zoeken naar competenties, ook al zijn die niet direct duidelijk. En daar ook iets te ondernemen om kandidaten die potentialiteit hebben, maar nog niet direct geschikt zijn, om daar ook wat ondersteuning te bieden, zoals bij handicap duidelijk is bepaald. Dit vind ik een mooie slide van collega Lappalain Nieberg van Zweden, die verwijst naar de zaak Verreijn, een Belgische zaak, waar de werkgever zegt, ik vind geen gekwalificeerde werknemers, maar die en die moet ik niet hebben. Als we dat consequent gaan doen, gaan we nog in grotere problemen terechtkomen in onze arbeidsmarkt. Er zijn geschikte mensen voor heel wat jobs, alleen natuurlijk moeten we afstand doen van een reeks vooroordelen en soms ook te hooggestelde criteria. Ja, wat betreft de quota, streefcijfers, dat is een lange discussie. Ik ga het kort maken. Ik heb hier een schema gemaakt van de voornaamste rechtspraak van het Hof van Justitie. En eigenlijk, zoals al gezegd, harde quota's zijn nogal problematisch. Vooral wanneer ze een gekwalificeerd, een duidelijk beter gekwalificeerde persoon benadelen. Vermijd dat dus. Maar meer kansen geven bij de selectie is op zichzelf niet fout. Hè? Dus oké. Dat is dus een enigszins vage marge, maar het Hof is ook, sluit niet alle deuren. Je mag zelfs alleenstaande, dus single parents bevoordeligen. Alleen zegt het Hof in Lommers, ja, moet goed opletten als u bijvoorbeeld kinderlast als criterium neemt. Er zijn ook vaders die alleenstaand zijn en kinderen hebben. En probeer die dan ook in de mate van het mogelijke gelijk te behandelen. Het Hof laat diverse acties toe. Vooral, en daarom was ik ook zo begonnen, wanneer u eerst vaststelt dat er een grote ongelijkheid is en dat u bewust die ongelijkheden wil aanpakken, dan is het Hof veel milder. Men kan individuele voordelen geven, maar zegt het Hof, let op, indien noodzakelijk en proportioneel. Ook heel interessant zijn de harde quota voor vrouwen in beursgenoteerde ondernemingen. Dat is een heel belangrijke stap die we gehad hebben. Let op dat onze Raad van State daar nogal kritisch over is. We hebben ondertussen ook een koninklijk besluit in zaken topfuncties aan de administratie, die toch tenderen naar hardere quota. En heel eigenaardig, we zien daar weinig juridische betwistingen. En dat is een illustratie dat er soms toch wel wat meer mogelijk is, ondanks kritiek. Goed, ik besluit bij het koninklijk besluit. Dat koninklijk besluit is in grote mate een toepassing van de Europese en federale regels. Men kan volgens dit koninklijk besluit een plan opstellen per CAO of per toetredingsakte. Momenteel, ik heb de databank nagekeken, maar ik heb geen cao's gevonden. Dat schijnt te kloppen. Blijkbaar zijn er wel federaal 5 actieplannen ingediend bij toetredingsakten. En die zijn allemaal door de minister goedgekeurd. Dat koninklijk besluit voorziet uitdrukkelijk een procedure, maar stelt uitdrukkelijk, en ik denk dat dit correct is, niets belet eigenlijk om die procedure niet te volgen.
Want zoals al gezegd, positieve acties zijn altijd mogelijk binnen het Europese kader. Maar natuurlijk zegt het Koninklijk Besluit terecht, u neemt enige risico's bij juridische betwistingen. En zoals al gezegd, ik denk dat dat de voornaamste meerwaarde is. Dat er iemand is om kritisch mee te lezen, eventueel te wijzen op het feit dat het toch niet zo proportioneel is. En bovendien dragen dergelijke discussies altijd bij tot een betere motivering. De geldigheidsvoorwaarden moeten wel vermeld worden en dat strookt ook met de criteria van het Hof van Justitie en ons Grondwettelijk Hof. Er moet een kennelijke ongelijkheid bestaan, maar je kan dat met alle middelen bewijzen. Zelfs met vermoedens die steunen op duidelijke indicaties. Er moet een doelstelling zijn en een concrete uitwerking. Het Koninklijk Besluit stelt een beperking in tijd. Dat is nogal streng, dat hoefde eigenlijk niet noodzakelijk, maar goed. Dat strookt met de rechtspraak die zegt dat positieve acties tijdelijk moeten blijven. Het moet evenredig zijn, whatever that means. En dan heel belangrijk, wat ons Grondwettelijk Hof, Raad van State en het Hof van Justitie benadrukken, het mag de rechten van anderen niet nodeloos inperken. Die toetsing door de minister is dus geen absolute garantie, want rechtscolleges kunnen nog altijd toetsen binnen het grondwettelijk kader. Onze Raad van State geeft telkens ook kritische adviezen, zegt eigenlijk let op, niet overdrijven, corrigeren met pas corriger trop, zoals ik het samenvat. In de Brusselse ordonnantie, die is nogal affirmatief, maar ook dat is denk ik geen absolute garantie. Maar het positieve is natuurlijk dat men wel een wettelijke basis heeft en dan rekening houden met de criteria. Denk ik dat men een zeer grote kans maakt om een toetsing door de rechtscolleges te doorstaan. Ik besluit. Positief zijn is geen probleem, dat is van mevrouw Aaneboom van Unia. Ik vind dat een zeer mooie samenvatting. Positief zijn is nooit een probleem. Dus u mag altijd positieve acties ondernemen, maar als u acties onderneemt, wees wel voorzichtig. Hè? Dus positieve mentaliteit zonder grenzen. In uw acties altijd goed opletten wat de gevolgen zijn voor onverwachte slachtoffers. Het is een open begrip. Dat is misschien een beetje moeilijk om mee te werken. Maar wij hebben dat nog in het recht en eigenlijk is er veel mogelijk binnen de bestaande juridische criteria. Dan nog eens benadrukken, discriminatierecht is enkel een stok. Het verplicht wel de werkgever kritischer te zijn. Dus in zekere zin is een goede werkgever noodzakelijk actief en is een positief actieplan eigenlijk een teken van een werkgever die effectief bezig is met zichzelf te bevragen, kritisch. Ook altijd, denk ik, benadrukken dat diversiteit, een inclusieve arbeidsmarkt in wezen positief is voor iedereen, vooral in deze maatschappij met een steeds krappere arbeidsmarkt. En ik denk dat het bestaande juridische kader heel wat waarborgen biedt om toch actie te ondernemen. Ik besluit hier. Merci beaucoup, professeur. Dank u, Daniel. Ik denk dat eigenlijk het juridische kader op die manier eigenlijk uitstekend werd geplaatst. Avant de passer la parole à Monsieur Bourton, je vais préciser une chose que j'aurais dû faire en fait en commençant. Donc la situation sanitaire nous contraint à tenir ces débats en webinaire. Hein, donc la tradition en Brut Partners était de les faire en live, si je peux dire, dans notre grande salle du rez-de-chaussée, après quelques bulles et quelques petits fours aux zakouski, etc., aux petits sandwichs. Nous reviendrons le plus vite possible à cette tradition, mais donc les contraintes du moment nous empêchent d'avoir cette espèce de convivialité.
y compris dans l'interactivité avec les orateurs. Mais néanmoins, donc vous avez la possibilité soit de poser vos questions, soit de faire vos commentaires, donc en utilisant la rubrique questions. Donc, en ce qui me concerne, ça se trouve en bas de mon écran. À d'autres séminaires, ne me demandez pas pourquoi ça se trouvait en haut. Enfin, chez moi, ça se trouve actuellement en bas, mais en tout cas à droite de l'écran. Donc, il y a une rubrique questions. Donc, il y a aussi une rubrique chat que vous pouvez utiliser, comme vous semblez l'avoir déjà fait, pour vous dire bonjour aux uns et aux autres, pour poser des questions plutôt techniques au secrétariat, etc. Mais donc, si vous souhaitez intervenir dans le débat par vos questions ou vos commentaires, donc vous pouvez utiliser la rubrique questions qui se trouve pas tout à fait à droite, mais c'est la deuxième icône à droite donc de votre écran. Donc, ces choses ayant été dites, donc je passe à présent la parole à Monsieur Pierre Burton d'Actiris, qui va nous dire comment toutes ces choses s'implémentent au niveau d'Actiris en région bruxelloise et non seulement s'implémentent actuellement, mais quelles sont les perspectives. S'il vous plaît, Pierre. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Parfait. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est dommage, je ne savais pas que j'avais raté des petits fours. Ce sera pour la prochaine fois, les akouskis et les bulles. Donc ici, je vais vous parler d'une action positive concrètement menée au sein d'Actiris via le projet IntegraJob. Il y a eu des demandes initiales, un accompagnement d'Actiris et une mise en place concrète. Au niveau des demandes initiales, on a eu 3 demandes spécifiques par rapport à des actions positives. Le premier venait du secteur Volta, et consistait à former des jeunes personnes réfugiées chercheuses d'emploi au métier d'ouvrière en électrotechnique. Donc là, on était sur 2 critères, le critère de la nationalité, statut réfugié et l'âge. Ils ont décidé, en collaboration avec l'ASBL Convivial, qui est aussi un papa, et l'école Cardinal Mercier, de former en alternance 12 jeunes pour acquérir le titre d'agent de maintenance électrotechnique. Et cela permettait aussi par la suite de suivre une formation supplémentaire d'une année permettant d'obtenir le CESS. C'était donc un public spécifique et exclusif, et donc ça nécessitait une action positive. Une autre action positive qui a été menée, c'est par la FEBIC, qui est le secteur des soins de santé, et qui a créé le projet Integra. Pourquoi ce projet ? Pour plusieurs raisons qu'on va voir plus spécifiquement ensuite, mais par rapport aussi au manque de personnel qualifié, au manque de formation et aux difficultés d'accession aussi au poste de travail. Et ici, à nouveau, il s'agissait de personnes primo-arrivantes ou réfugiées. Ça concerne toujours la commission paritaire 330. Vous avez les détails ici. Le slide il est à votre disposition, bien sûr. Et très concrètement, les commissions paritaires 330-02 et 04. Donc, il y a 2 projets dans le projet Integra. Le premier, c'est le projet Integra Soins. Et donc, là, il s'adresse à des personnes réfugiées, réfugiés reconnus, et qui ont soit déjà un diplôme mais qui n'est pas reconnu en Belgique, soit acquis une expérience dans le domaine des soins de santé. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu aux informations ces derniers temps avec cette sacrée crise sanitaire, qui est archi frustrant avec un manque de personnel et des personnes qui ont une formation, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, en Asie ou ailleurs, et qui ne peuvent pas exercer ici en Belgique. Donc, le projet Integra Soins s'adresse à ces personnes-là et leur permet d'être engagées chez un employeur, d'avoir un CDI, mais de suivre d'abord une formation. Donc, très concrètement, suivant le type de formation, ça peut durer 1 an, 1 an et demi, ça peut aller jusqu'à 3 ans. La personne est engagée par l'employeur, mais va suivre la formation. Elle reçoit un contrat à durée indéterminée. Elle a les mêmes règles d'emploi qu'une autre personne engagée par cet organisme. Donc, par exemple, par rapport aux jours de congé, même si les congés scolaires sont plus élevés que les jours de congé habituels, la personne est tenue aux jours de congé reprise dans son contrat de travail et donc elle viendra effectuer du travail pendant les jours où elle n'est pas en vacances. Elle a évidemment les mêmes droits aussi et ça permet de vraiment former la personne, arriver à sa qualification et pouvoir ensuite travailler avec cette personne de manière indéterminée au sein de la structure. L'autre projet d'Integra s'appelle IntegraJob et lui, il consiste en un contrat à durée déterminée de 2 ans, toujours pour répondre à cette forte croissance de besoins en ressources humaines d'une part, mais aussi à toutes les difficultés rencontrées dans les recherches d'emploi
au niveau d'équivalence de diplôme, on l'a dit, mais aussi les qualifications et la valorisation des prises en considération, plus évidemment la connaissance du marché de l'emploi. Et c'est pour ça qu'à travers le projet d'intégration primo-arrivant au sein d'Actiris, nous avons pu traiter ces demandes et voir comment répondre concrètement à ces possibilités. Donc ici, pour le projet IntegraJob, la différence, c'est qu'il s'agit d'un engagement à durée déterminée de 2 ans pris en charge par la fédération. Donc l'employeur ne payera pas le salaire des personnes recrutées, mais à ce niveau-là, vous allez le voir, on va exiger une adaptabilité de la part de l'employeur permettant de réussir cette action positive. Donc, dans le cadre de ce projet d'intégration des primo-arrivants sur le marché de l'emploi bruxellois, Actiris a été contacté aussi bien par Volta que la FEBI pour pouvoir participer concrètement à la sélection des personnes visées par les actions positives. Et donc là, ça a été une demande initiale qui a nécessité des aménagements. La première chose qu'on a fait, c'est de dire qu'on était évidemment disponible, mais qu'il nous fallait un soutien juridique. Et donc, on était très content que la question arrive peu après l'arrêté royal du 11 février 2019. À travers la convention qu'on a avec UNIA, on leur a demandé de nous rassurer juridiquement et de faire une recommandation formelle sur l'applicabilité des demandes pour que les 2 secteurs puissent introduire un plan d'action positive et permettre à Actiris d'y participer. C'est ce que UNIA a fait avec une recommandation très exhaustive de 15 pages avec tous les éléments juridiques et les conditions exprimées tantôt par M. Kuipers pour vérifier point par point ce qu'il fallait encore préciser et ce qui leur paraissait évident. Ensuite, les 2 secteurs ont fait formellement la demande auprès du ministre fédéral de l'Emploi et ont reçu une approbation. Malheureusement pour nous, au niveau de l'action de Volta, il était trop tard pour impliquer plus fortement Actiris en leur envoyant les informations d'employeurs qui disposaient d'un plan de diversité, qui souhaitaient participer à cette action et qui ont pu de ce fait-là l'intégrer dans l'évaluation des actions reprises dans leur plan de diversité. C'est le cas par exemple de Vinci Facility. Mais pour la sélection des personnes, nous n'avions pas eu le temps de nous retourner, le temps d'approbation du plan d'action positive et en amont, le temps d'approbation aussi au niveau sectoriel. Par contre, pour IntegraSoin, si on n'a pas pu participer au premier projet, le projet est relancé maintenant en 2022 et nous réfléchissons à pouvoir permettre cette possibilité. Concrètement, en chiffres, parce que j'ai vu que je ne les ai pas mis dans le slide, pour le projet IntegraSoin, ça concerne 45 personnes sur les 3 régions, divisées de manière paritaire. Pour le projet IntegraJob, c'est une vision à plus long terme, sur 3 années a priori. Malheureusement, il devait déjà y avoir la première évaluation de la FEBI, mais elle est en cours d'approbation en interne, mais ils vont très bientôt communiquer sur les résultats de cette première année d'action positive. Il y a 450 jobs à terme qui sont finançables, donc c'est assez colossal, avec a priori 150 postes en région Bruxelles-Capitale. L'idée, c'est que comme il y a les 3 régions, qu'on arrive le plus rapidement possible à ces 150 postes par région et qu'ensuite on puisse rééquilibrer par rapport au nombre de postes positifs. Il y a eu un petit couac au niveau de la Flandre avec le VDAB qui n'a pas pu participer à cette présélection, mais il y a un nouvel organisme qui vient d'être acté comme partenaire. Au niveau du forum, ils sont engagés ainsi qu'Actiris et pour l'année passée, il y a très concrètement 17 contrats qui sont signés. Il y a encore une trentaine de postes ouverts en quête de candidature et puis l'idée de la présentation de l'évaluation annuelle permettra d'avoir encore davantage d'employeurs qui pourraient s'intéresser à ces actions positives proposées par la FEBI. Donc, je vais vous parler ici donc, très concrètement du volet IntegraJob qui a été mis en place et donc qui a nécessité quelques aménagements de la part d'Actiris. Donc, on ne savait pas directement répondre à cette demande de sélectionner des personnes primo-arrivantes. Pour la petite histoire, en plus, par rapport à notre base de données, dans le cadre du projet d'intégration des primo-arrivants, on a fait une définition du public primo-arrivant qui est toute personne entre 18 et 65 ans résidant en région Bruxelles-Capitale, avec un statut légal, et qui comprenait le fait qu'il soit là depuis moins de 5 ans, mais aussi
qui ne soient pas belges. Donc, notre définition englobe également les personnes primo-arrivantes de l'Union européenne. Les personnes ciblées par le projet d'IntegraJob ne concernent pas les personnes primo-arrivantes de l'Union européenne, mais ce n'est pas grave, donc c'est un petit travail supplémentaire de recherche à faire en interne, mais ce qui est surtout important, c'est qu'entre-temps, on a pu avoir un flagage, pour l'appeler comme ça, dans notre base de données, des personnes concernées grâce à un flux avec la Banque Carrefour de Sécurité sociale pour ne pas que ce soit sur base déclarative et qu'on puisse s'assurer que les conditions soient bien respectées, ce qui permet à la FEBI de demander à Actiris de vérifier si les personnes candidates répondent bien aux conditions reprises dans l'action positive voulue. La direction employeur, du coup, a dû modifier ses présélections avec la vérification des bases de données, comme je viens de le dire, et adapter ses modes de fonctionnement. Au niveau de la direction chercheur d'emploi aussi, donc il y a toute une communication qui a été réalisée pour inciter les chercheurs d'emploi concernés à postuler, mais aussi une cellule spécifique par rapport au groupe primo-arrivant. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que sinon là ça fait vraiment la question primo-arrivant et donc c'est quelque chose qui peut être élargi à d'autres groupes cibles. Au niveau du service diversité pour lequel je travaille, le petit plus qu'on a pu faire par rapport aux autres régions notamment, c'est de rencontrer les employeurs dès le début de leur volonté de participer au projet, et donc de rédiger l'offre d'emploi. Donc ne fût-ce que dans l'offre d'emploi, on a toujours nos biais inconscients ou nos manques de précision qui font que ce phénomène d'autodiscrimination ou de rejet d'une offre d'emploi apparaisse chez des groupes, qu'ils soient ciblés ou pas. Et donc, la question principale en général, c'est l'emploi des langues. Il y a un gros stéréotype sur l'emploi des langues et l'usage des langues, et parfois on nous demande des personnes bilingues. Donc là, on regarde avec eux quand on lit l'offre d'emploi, est-ce qu'on n'exclurait pas ce public-là ou est-ce qu'on ne lui ferait pas peur? Et donc, on utilise notamment les référentiels européens pour demander de mettre un niveau A1, A2, B1, B2, etc. Ce qui permet aussi au service d'accompagnement de personnes concernées de pouvoir augmenter la qualité du matching. Ce qui reste très, très important aussi, c'est de sensibiliser l'employeur à l'aspect formation. Donc ici, vu l'impact financier de la fédération, l'employeur va bénéficier d'un travailleur ou d'une travailleuse qui sera sur son payroll, mais qui ne sera pas financé par ses soins. Donc, on a des cas où le niveau de langue, par exemple, n'est pas assez élevé, ou avant-hier, je parlais avec un employeur où le niveau de connaissance au niveau pratico-pratique administratif pour une agente d'accueil n'était pas suffisant. On leur demande à ce moment-là de permettre à ces personnes de suivre des formations. Et donc, il y a aussi tout un service de formation au sein de la FEBI qui permet de les accompagner, mais il y a d'autres formations aussi qui peuvent être consultées. Mais là, la personne n'est pas mise en attente. La personne va suivre la formation tout en travaillant pour l'employeur, et ça va permettre, notamment pour français, langue étrangère adaptée, d'avoir des formations très spécifiques sur les besoins de l'employeur, tout en étant intégré au travail chez cet employeur. Au niveau de la direction partenariat, il y a également eu une réaction et une participation au niveau d'Actiris. Il y a des partenaires pour un public ciblé spécifique comme par exemple les BAPA ou Bonn Arienburgering ou Fedasile, qui ont des partenariats qui sont évalués et réalisés à nouveau chaque année. Donc, ce sont des actions qui s'implémentent dans ces conventions de partenariat, mais qui interviennent aussi pour d'autres partenaires supplémentaires ou qui peuvent avoir un impact sur les groupes cibles concernés. Et alors, pour atteindre davantage les personnes ciblées, en parallèle, dans le projet d'intégration primo-arrivant, il y a une séquence qui concerne une plateforme rassemblant l'ensemble des organismes travaillant de loin ou de près avec le public cible primo-arrivant. Et donc, il y a eu une matrix de plus de 300 organisations qui avait été réalisée. Maintenant, nous sommes occupés, et ça, c'est imminent. On envoie les demandes fin de cette semaine-ci. Pour le 15 mars, on devrait avoir une liste de partenaires qui souhaitent recevoir des offres d'emploi ciblées par l'action positive et qui, à travers cette adresse mail générique, va permettre à chaque employeur de dire « j'ai une action positive » ou « je suis dans un secteur développement une telle action positive, je recherche exclusivement ce type de candidat ». Et donc, c'est un élargissement des canaux de recrutement qui est assez précieux. Donc, c'est évidemment pas quelque chose à part par rapport aux sélections d'Actiris. Au contraire, c'est une complémentarité.
Et ça permettrait d'atteindre davantage de personnes très concrètement. Dans le projet IntegraJob, il y a la possibilité d'engager des infirmiers ou infirmières. C'est un métier en pénurie, comme vous le savez. Et pour n'importe quel organisme qui ait une action positive ou pas, il est très, très difficile à Actiris de répondre à ces demandes-là. Et ici, à travers la plateforme et surtout l'envoi ciblé des offres d'emploi, nous espérons éventuellement attirer des personnes qui ne sont pas encore inscrites chez Actiris et qui s'éloignent de la faisabilité d'intégrer rapidement le marché de l'emploi et qui pourront à travers ça venir rapidement s'inscrire chez nous avec le timing du flux qui prend quand même assez peu de temps. On s'attendait à pire, mais le flux de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale permet d'identifier la personne après 1 semaine et demie, 2 semaines dans notre base de données et lui permettre ainsi de répondre favorablement aux demandes des employeurs dans le cadre des actions positives. Donc, ce qui est très très important, et ça a été dit aussi dans l'exposé de M. Kuipers, c'est de bien identifier le public concerné, de vérifier les clauses légales, de ne pas exclure, hein, donc même pour une action positive, un petit test d'égalité des chances vaut la peine. J'aime bien l'exemple de la parentalité. Il y a sans doute parfois des adaptations techniques et organisationnelles, mais même dans une grande maison où les choses sont parfois dures à faire changer comme Actiris, ça prend un peu de temps, c'est sûr, beaucoup d'énergie, mais c'est toujours possible. On a vraiment un très très bon retour des employeurs qui sont surtout rassurés d'avoir un soutien administratif et aussi notre accompagnement. Donc là, on travaille vraiment bien en binôme avec la FEBI qui gère tout le côté administratif et légal avec les contrats. Mais l'accompagnement qu'on fait aussi bien avec la direction employeur que le service diversité est très précieux pour les employeurs qui peuvent régulièrement, non seulement avant l'engagement, mais ensuite, pendant l'engagement, comme l'exemple que je donnais pour la personne agente d'accueil, continuer à bénéficier de nos services. Pour prendre d'autres exemples, des services comme les chèques langues, les chèques TIC peuvent rentrer aussi en considération. Pour les organismes partenaires, c'est vraiment un plus, hein, donc c'est quelque chose qui existe par exemple en matière de handicap. Il y a aussi une adresse mail qui reprend tous les services d'accompagnement de personnes en situation de handicap et lorsqu'un employeur souhaite élargir ses canaux de recrutement, il envoie cette offre à cette adresse-là et tous les services d'accompagnement, dont Actiris, vont pouvoir disposer de l'offre et donc ça permet vraiment d'augmenter les qualités de matching et donc on peut le faire soit sous forme d'une action d'un plan de diversité, sous forme d'élargissement des canaux de recrutement, mais aussi dans un plan de diversité on pourrait penser à le faire dans le cadre d'une action positive et avec une validation légale bien sûr, rendre cela totalement exigeant. D'ailleurs, dans la manière de communiquer les nouvelles offres d'emploi, pour l'action positive d'IntegraJob, il va y avoir un mode de communication spécifique avec un envoi et un tableau Excel de la situation des offres ouvertes, remplies, terminées, attribuées toutes les 2 semaines. Et l'autre accès, donc ça c'est vraiment l'action positive, et l'autre action qui est une action de diversité, c'est en plus de déposer l'offre sur le site d'Actiris et sans doute à d'autres endroits, envoyer l'adresse sur l'adresse créée avec les organismes intéressés pour recevoir les offres d'emploi spécifiquement pour ici les primo-arrivants. Donc ce sont vraiment des aménagements qu'on peut imaginer pour d'autres groupes cibles que les primo-arrivants, très certainement. Pas seulement non plus, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, pour la sélection et le recrutement. Donc, on a parlé de diversité, mais on a dit aussi le mot inclusion. Et donc, on est là à chaque fois pour rappeler à l'employeur que l'inclusion est tout aussi importante que la sélection et le recrutement. Et si on s'arrête exclusivement au côté quantitatif de la sélection et du recrutement dans la diversité, et qu'on ne réfléchit pas à l'inclusion des personnes, on risque d'augmenter le taux d'échec de l'action positive. Et donc, l'idée est de les accompagner dans la réflexion dès le début pour pouvoir intégrer le groupe cible visé. Et nous sommes aidés par cela, par la réforme des plans de diversité, dont vous avez certainement dû parler ici à Blue Partners, qui a pris effet à partir du 1er janvier 2020 et qui permet, lorsqu'il y a une action sectorielle en matière de diversité,
qui oblige de reprendre des actions sectorielles pour les plans privés et les mini-plans, et le rendre optionnel pour les plans thématiques. Donc là, très concrètement, si une fédération décide demain de créer une action positive, par exemple en matière genrée, de dire on a un manque cruel de femmes ou d'hommes dans tel secteur et on va lancer une action positive légalement, ou bien si c'est par rapport au handicap, ce sont des actions qu'on peut tout à fait intégrer dans un plan de diversité. Tout le côté sélection, recrutement, mais aussi la réflexion de l'analyse, sa mise en place, le volet inclusivité à travers la gestion du personnel, comme je le disais tantôt, mais aussi évidemment la communication, puisque à travers cette première participation active d'Actiris dans une action positive avec Integra Job, notre volonté, c'est de donner envie aux autres de faire la même chose. C'est la volonté de la FEBI aussi. Volta a déjà pu communiquer sur ce qu'ils ont pu réaliser. Ils ne savent pas le reproduire actuellement, mais ça doit rester une bonne pratique à partager. Et l'idée, c'est l'envie de donner envie, au fait, à d'autres secteurs et surtout les rassurer sur le fait que, ici, c'est vrai que pour l'exemple de la FEBI, c'est assez facile dans le sens où il y a un investissement financier énorme avec une répercussion financière considérable, puisque les salaires et les formations sont financés par d'autres personnes que l'employeur, mais l'employeur ne doit pas peut-être aller si loin. Et donc, il y a aussi des actions positives dans les exemples repris dans l'arrêté royal, comme la formation de personnel pour accéder à des postes supérieurs, ce qui est aussi une vision dans le projet Intégration, c'est qu'à cause de l'équivalence des diplômes, permettre à des gens qui sont déjà engagés actuellement, mais à des niveaux inférieurs, d'accéder à des postes supplémentaires. C'est un peu dans la fonction publique, ce qu'on avait fait avec la carte d'accès C du CELOR, pour permettre à des personnes de niveau D ou E qui ne voyaient aucune perspective d'avenir de monter de niveau, de pouvoir à travers cette carte d'accès y accéder. Mais il y a plein d'exemples comme ça de formations aussi qui peuvent se faire, comme ça se fait aussi au niveau public pour des formations spécifiques au management pour les femmes, étant donné la situation. Donc il y a déjà énormément de choses qui ont été réalisées dans le passé, avant la législation, qui ont le mérite d'être pris comme exemple. Il y a également l'exemple de travailler avec Jeep Jump, qui sont deux organismes qui émanent de la mission locale de forêt pour permettre d'offrir les jobs étudiants à un public beaucoup plus éloigné du marché de l'emploi de par leur environnement socio-économique. Et donc, il y avait des questions, notamment c'était la Banque nationale qui s'était adressée à UNIA pour pouvoir arrêter de donner automatiquement ces postes de contrat étudiant aux membres du personnel. Alors, il a fallu trouver des aménagements et de dire une partie peut rester pour la famille du personnel, l'autre partie à ce moment-là sera ouverte. C'est une sorte d'action positive aussi. Donc, le cadre est assez vaste. Il y a aussi les obligations légales. L'aménagement raisonnable reste une obligation légale, mais on peut aller toujours plus loin dans la communication, dans l'aménagement et dans les réflexions par rapport à tout ça. Donc, je crois que le challenge, c'est aussi de démystifier l'implication en termes économiques, de valoriser l'inclusion et la nécessité, et de rappeler tous les soutiens à disposition dont certainement Actiris participe, que ce soit au niveau des employeurs ou, comme le disait M. Pasterman tout à l'heure, au niveau des chercheurs d'emploi grâce au service antidiscrimination. Voilà, l'objectif, c'est de répondre aussi aux questions, donc je vais m'arrêter ici et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, merci M. Burton. Pour suivre l'exposé au vol, il fallait parfois un petit peu s'accrocher et être pas mal au courant des structures internes d'Actiris. Mais j'ai l'impression que vos diapositives étaient assez détaillées et permettront à tout le monde de s'y retrouver. Donc, pour l'instant, donc les questions que moi j'ai dans la rubrique concernée concernent plutôt l'exposé introductif du professeur Kuipers. Je vais les reprendre toutes les deux. L'une venait de Kelly Timperman, qui est la représentante du secteur non marchand
au sein de Brugge Partners. Je vais demander au professeur Keppers de la retraduire, parce qu'en fait, elle se réfère au point 5 de l'avant-dernière diapositive. Je ne suis pas sûr de moi-même savoir exactement de quoi il s'agit. Donc, elle demandait donc des précisions sur les critères qui sont utilisés. Et alors, la deuxième question venait de Brony Lemaire, qui est la présidente de notre commission diversité, donc de la commission qui a pris l'initiative donc de ce webinaire, qui se réfère donc à l'arrêté royal de 2019 qui a été commenté. Donc, elle pose la question, qu'en est-il du secteur public? Est-ce qu'il faut attendre un arrêté royal fédéral? Est-ce que c'est chaque niveau de pouvoir donc, qui est responsable? Et alors, elle pose aussi la question spécifique pour les entreprises publiques, par exemple la STIB. Professeur Ikla, tu... Ja, bedankt. Wat betreft de vraag van de criteria, ja, ik heb de voorlaatste slide ook met criteria gemerkt. Tenzij de laatste slide aanwervingscriteria, is het dat wat bedoeld wordt, denk ik. Ja, met criteria bedoel ik vooral, verwijs ik vooral naar de criteria die de werkgever hanteert voor selectie van kandidaten of voor promotie. En dat is natuurlijk algemeen. En een werkgever zal criteria vastleggen die nuttig zijn voor die bepaalde job. En inderdaad, die criteria moeten altijd kritisch bekeken worden. Hè? Ik verwijs bijvoorbeeld naar taalkennis. Hè? Je weet al direct hoe delicaat dat is. Het Hof van Justitie heeft opgemerkt dat je maar taaleisen kan stellen voor zover dat noodzakelijk is voor de functie. Hè? Dus je kan niet zomaar taalkennis eisen. Dat moet noodzakelijk zijn voor de functie. Hè? Ik heb een zeer controversieel voorbeeld genomen, vooral in Brussel, dus ik ga nog verder op de taal. Het is iets anders, de taalvereiste voor een kaderlid dan wel voor een poetsvrouw. Hè? Dus de vraag is, als u zegt, ja, er moet voldoende taalkennis zijn, ja, dan moeten die criteria worden vastgelegd en dan moet u inderdaad bijzonder opletten dat die niet discriminatoire zijn. Bij de politie bijvoorbeeld, ik heb dus verwezen naar de lengte, maar nog niet zo lang geleden was er ook discussie over de fysieke proeven. Ondertussen heeft de politie dat bijgesteld. Maar die proeven waren zo opgesteld dat die nogal exclusief fysieke kracht meten. En dat is eigenlijk ook indirect discriminerend voor vrouwen. Daar is eigenlijk iedereen het erover eens. Bij de politie moet je sterk zijn. Ja, je moet voldoende actief kunnen optreden. Zelfs het Hof van Justitie heeft dat aanvaard, een beetje in twee zaken. Je kan fysieke eisen stellen, maar alleen fysieke kracht is zeer eenzijdig en indirect discriminatoire. Enige psychologie, sociale vaardigheden, soepelheid is ook heel goed in politiediensten. Dus met andere woorden, werkgevers moeten kritisch nadenken of de gehanteerde criteria niet indirect discriminatoire zijn en of ze wel voldoende relevant zijn voor de job. Uiteraard, dat varieert in functie van elke job afzonderlijk. Dat is wat ik bedoelde. Is dat een antwoord? Hoop ik. Ik denk van wel. Hè. Dus, als Kelly niet akkoord gaat, moet ze weer schrijven. Maar dan ga ik nog even over de bevoegdheden. Ja, over de bevoegdheden in dit land. Dat is een zeer goede vraag. Ik zal een lang verhaal kort maken. Hoe meer ik van die adviezen van de Raad van State lees, hoe minder ik het weet. Maar goed... Om een lang verhaal kort te maken. Ik denk dat elke federale entiteit bevoegd is om dat te doen voor het resort. Dat behoort denk ik tot de grondwettelijke bevoegdheden van elke federale entiteit. Zeker wat betreft de ambtenaren en ambtenarenstatuut. Daar hebben de federale entiteiten een grote marge. Let wel op, die marge
lijkt groot, maar wij hebben nog de algemene beginselen van administratief recht, zoals die gehanteerd worden door de Raad van State. Dus in die zin kan je zeggen dat ons land in hoge mate wordt samengehouden door de Raad van State en het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie, die toch maken dat die bevoegdheden binnen een Europese context ook wat beperkt zijn. Wat betreft de contractuelen, dat is een goede vraag. Er is zelfs rechtspraak in Antwerpen waar een klager de 2 wetgevingen heeft ingeroepen. De Vlaamse decreet, evenredige arbeidsparticipatie en gelijke kansendecreet, en 2 de federale wetten. Welke van die 2 zijn van toepassing? Wat doet het Arbeidshof te Antwerpen? Die bekijkt die alle 2. Maar natuurlijk, de vraag, is er discriminatie? Moet in beide regelgevingen gelijk beantwoord worden. Daar is geen verschil. En wat betreft de schadevergoeding is het ook gelijk geregeld. Tot daar. Tot daar, wat betreft de dubbele schadevergoeding, dat is natuurlijk interessant, en een schending van de federale en van de regionale, en er is geen nadrukkelijke cumulbepaling, daar zegt het Hof, ja, het zit toch in die 6 maanden loon, lijkt ons voldoende te zijn. Maar ik denk, dat was een zaak van de lijn, ik denk effectief, dat is mijn mening, maar wie ben ik, dat het Hof eigenlijk zich beter gebaseerd had, omdat het een overheidsonderneming is die toch wel resulteert, denk ik. Maar voor de stip durf ik het niet zeggen, de NIMIVB, dat statuut, hoe dat precies is uitgewerkt, durf ik niet zeggen. Nu, wanneer een federale entiteit niets doet, geen regelgeving voorziet, wel, ja, wij hebben een federaal kader en dat geldt uiteraard niet voor ambtenaren, maar als er een leemte is, denk ik zou die zaak graag zien, zou men denk ik, de federale kapstok nog kunnen hanteren, mede omdat eigenlijk positieve actie sowieso toegelaten is binnen een Europese context. En eigenlijk wat dat koninklijk besluit doet, is niet anders dan die Europese criteria vertalen. Dus wanneer een werkgever, zelfs wanneer hij de bevoegdheid miskent, dat conscientieus respecteert, ja, dan heeft hij nog altijd de Europese criteria voldaan en dan zie ik het juridische probleem niet in dat hij veroordeeld zou kunnen worden. Dus ik ben nu een beetje de kansen aan het afwegen als advocaat, maar ik denk dat dat nog altijd een goed argument is. Om een politiek verhaal kort te maken, heb ik altijd gezegd, in dit land, we hebben dat gezien bij coronacrisis, de macht ligt daar waar ze uitgeoefend wordt, waar de moeilijke beslissingen genomen worden. En dus ja, wanneer er een juridisch kader is en een federale entiteit neemt niet de noodzakelijke stappen, ja, wat betreft de contractuele tewerkstelling, is dat, denk ik, zo dat de federale overheid nog altijd de enige bevoegdheden heeft. In de coronacrisis hebben we dat zeer duidelijk gezien. Weliswaar met een veiligheidscomité, waar de macht lag, omdat daar de moeilijke beslissingen werden genomen, die dan werden omgezet naar de verschillende niveaus. Dus sorry voor dit enigszins politiek en controversieel onderwerp een beetje gesimplifieerd te hebben. Peut-être pour compléter. Daniel, donc, ja, voor de MIVB, vooral niet zullen jullie of zullen wij eigenlijk moeten zien. Dus de MIVB, voor zover ik weet, eigenlijk hangt af voor veel aspecten alleszins van de private reglementering. Maar wij kunnen dat bekijken. Hein. Alors, il y avait une question aussi de Vronil Lemaire, mais donc à l'adresse de M. Burton. Donc oui, effectivement, donc vous avez commenté assez bien en détail donc des exemples de plans d'action positive. Est-ce que vous pourriez dire en 2 mots, hein, il ne faut pas faire tout un exposé, mais donc sur l'articulation entre ce que vous avez décrit et en fait les plans de diversité en général qui occupent quand même aussi beaucoup Actiris. S'il vous plaît.
Merci. Juste pour compléter la réponse d'avant, il y a actuellement une codification bruxelloise anti-discrimination et promotion de la diversité qui pourrait reprendre. Donc, si vous avez un avis d'initiative qui permet d'intégrer cela, parce que dans la fonction publique régionale bruxelloise, il y a la possibilité de faire des actions positives, mais l'arrêté est très mal formulé. L'arrêté d'exécution n'a d'ailleurs aucune indication spécifique de l'action du gouvernement. Donc, il y a une étude de coma d'un bureau d'études d'avocat qui a réalisé cette étude-là pour la codification, un bureau d'études d'avocats pour Biequal. Et c'est en train de se mettre en œuvre pour avoir une codification qui rassemble aussi bien le privé que le public. Ça rejoint la question de la STIB aussi, pour avoir une même possibilité de développement d'action positive en région Bruxelles-Capitale. Et ça tombe très bien avec votre initiative d'avis. Par rapport au plan de diversité, c'est très simple. Si maintenant, au niveau sectoriel, par exemple, au sein de la FEBI, un employeur se dit intéressé de participer à travers le projet Intégra Soins ou Intégra Job, il peut tout à fait intégrer ces actions-là dans un plan de diversité et ça lui permettra de voir plus loin que juste l'action positive en tant que telle. Donc, l'engagement, d'accord, mais le cadre de l'engagement, l'inclusion de la personne plus, ça permettra d'élargir encore le scope et de regarder ce qui se passe de manière plus générale, s'intégreront dans un plan de diversité. Si c'est une entreprise, pour les toutes petites entreprises, ça paraît plus difficile, mais pour une entreprise, moyenne entreprise ou grande entreprise, et qu'ils constatent, par exemple, au niveau du genre, c'est très facile comme exemple, qu'il n'y a que 5-10% de femmes chez eux, ou que toute la partie dirigeante est composée que d'hommes, ils peuvent tout à fait développer un plan de diversité thématique à ce niveau-là sur cette question-là et l'élargir à d'autres publics cibles en la matière. Mais donc, c'est une complémentarité, c'est pas du tout l'un ou l'autre, ça c'est évident. Merci beaucoup. Alors écoutez, je ne vois pas d'autres questions dans la rubrique concernée. Donc, si éventuellement, il y en a eu? J'avais encore noté une question qui vient aussi de la commission diversité. Je ne suis pas certaine qu'on y ait déjà répondu. Si c'est déjà le cas, je doute mes excuses, mais j'ai quand même la poser. C'était comment retrouver la concertation sociale dans l'élaboration des plans d'action positive. Donc, ça devient est-ce que c'est via une convention collective de travail ou via un point à l'ordre du jour du Conseil des entreprises ou plutôt avec des discussions au niveau sectoriel pour les PME? Je ne sais pas exactement. Ah, c'était venu dans le chat alors, donc excusez-moi, je ne l'avais pas vu. Ouais. Non, c'est moi qui... Je l'ai noté sur un petit papier, voilà, plutôt que de l'écrire, j'en profite puisque je suis en direct. Ah, d'accord, ok. Je relève une question de la commission diversité. Qui était très intéressé sur ce sujet-là. Je ne sais pas qui est plus apte à répondre à cette question-là, par contre. C'est assez juridique, mais les trois possibilités incluent, à mon sens, les partenaires sociaux, obligatoirement, dans l'engagement. Mais c'était décrit, et il y avait d'ailleurs une critique que je partageais dans la présentation de M. Kuipers pour le fait que quand ce n'est pas directement d'une CCT, ou d'un secteur, il faut veiller à cette condition-là, qui est remplie à travers le plan de diversité, mais au niveau juridique, M. Kuipers pourra sans doute mieux préciser ça comment. Daniel, wil je iets daaraan toevoegen? Dus het federale systeem berust op het voorleggen. Er zijn geen collectieve overeenkomsten. Ik denk ook dat dat moeilijk ligt in het collectief overleg, maar het is niet uitgesloten. Dus vandaar dat we enkel toetredingsakten zien. Maar dus in het koninklijk besluit is ook voorzien dat dat wordt meegedeeld. Dus ik denk, ja, dat geeft ook de inspraakorganen, ondernemingsraad, de kans om daar standpunten over in te nemen. Wat betreft de relatie discriminatierecht, collectief overleg, misschien nog iets meer.
Ja, dat is een bijzondere relatie. In die zin, collectief overleg is geen excuus om te discrimineren. Dus een collectief overleg moet ook nog altijd de regels van het discriminatierecht respecteren. Maar voor zover dat collectief overleg binnen die grenzen blijft, is veel mogelijk in dat collectief overleg. En het is niet omdat er collectief overleg niet tot resultaten komt, dat de werkgever niet noodzakelijke acties moet voeren in bepaalde gevallen en in andere gevallen kan voeren. Ja, dat is het. Collectief overleg is facultatief en zeer wenselijk, zeer nuttig. Maar het is geen absolute vereiste, denk ik. Wat vooral is, die dubbele procedure is natuurlijk omdat een collectieve overeenkomst sowieso wordt nagelezen door de federale overheidsdienst. De FOTWASO, de federale diensten, kijken alle collectieve overeenkomsten na op eventuele discriminatie. En wanneer zij zouden vinden dat er een discriminatie in zit, dan gaan zij de neerlegging en zeker de algemeen verbindend verklaring weigeren. Dus daar zit inherent een controle ingebouwd. Bij de toetredingsplannen wordt het plan in zijn geheel voorgelegd aan de federale administratie. En dat is natuurlijk een goed systeem. Hoe het in Brussel werkt, ben ik minder op de hoogte. Maar ik denk ook dat de tussenkomst van de administratie vooral strekt tot een kritische lectuur in functie van de discriminatiewetgeving, zoals de andere administraties ook moeten doen wanneer zij staan ten opzichte van overheidsbeslissingen. Merci beaucoup. Donc, juste un petit peu de commentaire en tant que président de Bru Partners. Donc, la concertation collective n'est effectivement pas une exigence légale pour mettre en œuvre donc les choses dont on a parlé. Néanmoins, je pense qu'elle a une grosse plus-value, et spécialement par rapport à une approche que j'appellerais individualiste ou judiciaire de la problématique de la diversité et de la non-discrimination. Je pense qu'une procédure ou un procédé donc qui met en cause vraiment les parties collectives donc à la problématique a une réelle plus-value. Mais ça, je crois qu'en tout cas au sein de Bru Partners, tout le monde en est convaincu. Donc je pense que nous avons épuisé de cette façon les questions qui ont été posées. Donc Coralie, avant qu'on ferme, va nous rappeler comment on peut accéder d'une part aux diapositives qui ont été présentées et d'autre part, je crois Coralie a même la possibilité de réécouter donc ce qui a été dit. Donc en ce qui me concerne, il me reste à remercier beaucoup donc nos deux intervenants, donc un tout grand merci. Et à vous annoncer en fait le sujet de notre prochain webinaire qui aura lieu à une date qui doit encore être déterminée dans la dernière partie donc du mois de mars. Elle doit être déterminée en fonction des agendas des uns et des autres, et surtout bien entendu des orateurs pressentis. Mais par contre, le sujet est déjà déterminé et il s'agit des perspectives financières des institutions bruxelloises. Donc, vaste sujet, sujet important et sujet d'actualité. Donc voilà, donc encore un tout grand merci. Et Coralie, peut-être le dernier mot à toi pour les modalités pratiques d'accès au matériel de cette session-ci. Merci beaucoup. Oui, donc comme je le disais dans le chat, les présentations des intervenants sont disponibles à l'issue du webinaire dès que possible, notamment normalement cet après-midi sur le site internet de Bru Partners à l'onglet Publications. Et il y a également un replay du webinaire qui sera, lui, disponible sur la chaîne YouTube de Bru Partners. Voilà, dès que possible, cet après-midi. Un tout grand merci aux intervenants, comme M. Balseman le disait, et aux participants à tous pour votre présence à ce nouveau webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup. Tot ziens.